la parole aux étudiants présents et personnels en ma présence aussi, hein, je vois qu'il y en a. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est vraiment le moment ou jamais. Parce qu'à lancement, on peut acquérir des compétences techniques et je suppose qu'il y en a aussi beaucoup qu'on peut acquérir sur le tas. Mais j'aimerais savoir, avec vos 3 parcours, qu'est-ce que vous avez perçu vis-à-vis de la culture d'entreprise? Est-ce que en travaillant dans des pays différents, vous avez une adaptation, assez brutale? Est-ce que ça impacte beaucoup votre travail? Ou est-ce que, l'aspect, culture d'entreprise, l'intégration dans un pays différent, ça a absolument pas impacté votre travail? Alors, je peux peut-être commencer parce que moi, je n'ai jamais travaillé en France, mais par contre, en Belgique, on a le droit à 3 cultures différentes et j'ai fait les 3 cultures différentes. Donc, si quand même, ça impacte un petit peu. Donc, je ne sais pas à quel point c'est connu, mais en Belgique, on a une partie flamande qui est néerlandophone et plus, je dirais pas germanique, mais oui, qui a son côté un peu plus froid, on va dire, dans les relations professionnelles, où on va droit au but. Souvent, des messages où on dit pas bonjour, on vous demande juste de faire quelque chose et pas de merci. Voilà. Et puis là, maintenant, je suis côté wallon, c'est beaucoup plus amical, on va dire. Et c'est vrai que ça joue. Enfin, moi, j'ai dû me réadapter à une culture plus francophone, même. C'est un peu comme les ch'tis côté wallon. Et voilà. Mais rien d'insurmontable, c'est juste une manière de travailler avec les gens. Mais peut-être les expériences plus éloignées sont encore différentes. Thomas Bah, ou Barbara? alors moi côté Chine, alors je travaille encore dans une entreprise française, donc toute la partie avec la France, ça n'a pas trop changé. Par contre, c'est sûr que la culture chinoise est totalement différente. Ça fait c'est un petit temps d'adaptation, ça se fait bien. Après, il faut pas dire non à un client même quand il a tort. Il faut pas dire non à un chef même quand il a tort. Donc c'est sûr que on apprend à tourner ses messages et ses mails différemment pour qu'il amener la personne en face à comprendre qu'elle a tort sans lui faire non. Après, l'équipe dans laquelle je travaille, vu que ce soit dans l'équipe Safran, il y a beaucoup de Chinois, mais qui ont eu des parcours en France, ou l'équipe G, donc côté US. Pareil, tout le monde parle anglais, donc ça aide pas mal. C'est vrai que la barrière de la langue peut être un peu dure au début. Mon chinois est pas parfait, loin de là. Mais non, non, rien, comme disait Annelise, rien d'insurmontable. C'est pas les mêmes réflexes qu'on peut avoir en France. En Chine, par exemple, ils ont un réseau social qui s'appelle WeChat. Ça remplace le WhatsApp qui est interdit en Chine. Euh, donc les gens ont leur vie professionnelle et personnelle sur le même téléphone, sur le même réseau social. Ce qui fait, c'est pas du tout comme le cas en France. En France, jamais personne ira commenter son week-end sur le même réseau que, que la réussite du travail. Donc c'est sûr que c'est un peu bizarre au début. Ils peuvent, avec ça, on est joignable H24. Or, non, il suffit de couper le téléphone au bout d'un moment, mais c'est pas du tout la même culture. Mais moi, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis en Chine. Et on s'y fait, on s'adapte. Et puis après, les gens aussi comprennent on pense pas exactement pareil, on n'a pas les mêmes réflexes. Et ils s'adaptent. Ils se disent que c'est l'étrangère qui est encore en train de faire des siennes ou des choses comme ça. Donc, non, non, rien d'insurmontable. Mais c'est sûr que il y a des différences avec la France. Après, je pense que même d'une entreprise à l'autre en France, peut y avoir des différences en fonction de l'ambiance et des services. Mais c'est sûr que l'Asie, c'est pas comme en France. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Thomas, au Japon. Quelle est ton expérience? Ah bah, moi, je valide complètement ce que vous dites. Enfin, c'est une culture qui est tellement différente que tout change en fait. Alors, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, évidemment, mais même le langage corporel, c'est complètement différent. Un Japonais qui réfléchit ou un Japonais qui est perdu ou quoi, ça ne ressemble pas du tout à un Français qui réfléchit ou un Français qui est perdu. Donc, quand vous êtes en réunion, vous voyez le gars en face qui fait une mimique, vous êtes là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a compris, il n'a pas compris, il est content, il n'est pas content, j'en sais rien, enfin, il a décroché, je ne sais pas, et donc il faut se reconfigurer complètement par rapport à ça.
Et les conseils que je peux donner, bon, c'est déjà, enfin, si vous envisagez d'aller à l'étranger, c'est déjà d'avoir l'esprit ouvert et de bien être conscient de ça et que vous allez devoir vous reconfigurer et de faire l'effort. Et s'intéresser à la culture avant, à l'histoire du pays aussi, ça me paraît être important pour comprendre un petit peu comment les gens réfléchissent quand même. Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour Barbara et Annelise, mais moi, par exemple, j'ai eu une formation de 2 jours avec un Japonais avant d'y aller, qui m'a expliqué plein de trucs et qui m'a donné plein d'astuces comme ça. Par exemple, c'est une anecdote, mais c'est super important, surtout au Japon, c'est que, je ne sais pas comment c'est en Chine, mais au Japon, les gens, ils se coupent jamais la parole, alors qu'en France, on se coupe toujours la parole. Donc, une conversation en France, ça va être je parle, je te coupe la parole, je prends la parole, tu me coupes la parole, tu la reprends, etc., etc. Alors qu'au Japon, c'est pas comme ça du tout. Il faut attendre que la personne ait fini de parler. Et en général, il y a un bon blanc, et après, on pose une autre question. Et par exemple, si je pose une question à un Japonais, je m'arrête parce que j'ai fini, et il peut se passer largement 15 ou 20 secondes avant que la personne réponde, parce qu'il est en train de réfléchir. Et ça, c'est un truc tout bête, mais si vous y allez en réfléchissant comme un Français, où vous coupez la parole avec les gens à tout bout de champ, déjà, ils vont se dire que vous êtes super impoli, et puis vous n'aurez jamais les informations que vous attendez. Donc, et des choses comme ça, il y en a plein à savoir. Donc, ouais, il faut bien se renseigner avant, et puis y aller en étant prêt à se reconfigurer. Pour avoir assisté à certaines conférences à l'ANSMA, on nous avait fait part, donc avec un parcours purement français, que ce qu'on apprenait à l'école, c'était que la partie immergée de l'iceberg et que la majorité des compétences, évidemment, c'était à acquérir sur le terrain. Est-ce qu'à l'étranger, c'est d'autant plus vrai ou est-ce que ça change absolument pas sur ce point? Ben, moi, je pense que les compétences techniques, enfin, clairement, vous allez vous en servir beaucoup. Vous allez vous en servir de très peu parce qu'en général, vous allez être sur une seule spécialité. Donc peut-être que, je ne sais pas, 15 ou 20% de ce que vous avez fait à l'ANSMA, ça va vous servir vraiment dans votre poste. Après, si vous changez de poste, vous pourrez peut-être vous servir d'autres techniques, mais en général, c'est une petite partie. Par contre, enfin, je pense que vraiment, ça ne sert pas à rien, quoi. Ça, vous allez vraiment vous en servir. Il faut vraiment que vous soyez bon. Sinon, bah, vous ne serez pas pris. Moi, j'ai passé des entretiens d'embauche, des processus de sélection où on me pose des questions techniques, où on me pose un problème. Ça ressemble un peu à une école de prépa, des fois. Ça dépend des entreprises, hein, mais il faut vraiment être pointu techniquement. Après, c'est sûr qu'il y a plein de choses que vous n'apprenez pas à l'école qui vous seront complètement vitales et que vous apprendrez sur le tas en entreprise, mais c'est plutôt comment se comporter, s'adapter à la culture d'entreprise, comment écrire ses mails, comment faire ses réunions, comment se comporter. Bon, puis après, si vous devenez manager, ça c'est un truc qu'on n'a pas le temps de faire à l'ANSMA parce que c'est une formation dédiée. Apprendre à manager les gens, à s'occuper d'une équipe, ça c'est aussi très très particulier et c'est clair que ça ne s'invente pas et qu'il faut être formé pour. Et donc ça c'est quelque chose que vous apprenez après. En termes de Barbara. management, si je peux ajouter quelque chose, n'hésitez pas à avoir un rôle justement d'animation dans les clubs de l'ANSMA, parce que c'est vrai que toutes ces expériences-là, elles peuvent être vraiment très très utiles. Elles sont regardées aussi dans les CV. Donc, parce que justement, ce sont des expériences un peu de management, de leadership en tout cas. Et donc, c'est aussi très important. Moi, de mon côté, je suis d'accord avec vous. Je trouve que de façon globale, la formation qu'on a à l'ANSMA nous donne des bonnes bases. Alors moi, après, j'ai fait le parcours classique. Je suis partie faire des moteurs d'avion à Safran, qui est un parcours tout tracé derrière l'ANSMA. Mais après, oui, il y a des choses que je n'avais pas apprises à l'ANSMA ou lors de mon double diplôme et que j'ai pu apprendre en entreprise, d'un point de vue, donc tout ce qu'on parlait comportemental, pardon. Et aussi interagir avec des collègues. C'est vrai que c'est pas les mêmes relations que quand on fait un groupe étudiant à l'ANSMA et qu'on se parle entre nous après les cours. Après, c'est vrai que l'ANSMA a donné des bonnes bases et ça permet aussi de comprendre quand d'autres gens parlent de d'autres domaines. Moi, après, je me suis spécialisée en dynamique d'ensemble, donc c'est sûr que j'étais très sur le calcul, les choses comme ça. Mais les bases que j'ai reçues à l'ANSMA m'ont permis quand même de comprendre quand les gens parlaient perfo à côté ou matériaux, d'être pas complètement largué dans ce qu'ils racontaient. Donc c'est sûr que c'est une bonne formation et puis ça permet d'avoir des façons de réfléchir.
C'est important. Après, c'est sûr que vous apprendrez d'autres choses derrière en entreprise. On ne peut pas tout apprendre à l'école. Et vous apprendrez des choses différentes, nouvelles, ou au contraire des choses beaucoup plus pointues techniquement si vous vous spécialisez dans des domaines très pointus dans l'expertise, les choses comme ça, qui sont des choses de mémoire de ce qu'on a fait en SMA, qu'on effleure. Et après, libre à chacun d'aller se spécialiser dans le domaine qui lui a plu au fur et à mesure de sa carrière. En termes de stage, côté Belgique et côté Chine, parce que je pense que Thomas a dû nous quitter là, il avait une autre réunion. Alors, côté Belgique, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois à Oui, mais Chantal, c'est pour ça qu'il faut le dire devant oui. les étudiants là. C'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est pas vraiment dans la culture belge parce qu'ils n'ont pas de stage obligatoire dans leur formation. Donc, les stagiaires qu'on voit, c'est rarement, c'est plutôt l'été, c'est des enfants de collègues. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas trop cette culture. Après, j'ai l'impression que c'est en train de se développer. Donc, peut-être, oui, peut-être à essayer. Mais oui, c'est vrai que là où je travaille, par exemple, j'ai jamais vu un stagiaire. Donc, voilà. C'est un peu malheureux. Mais il y a peut-être des endroits où on y arrive. Barbara, je ne veux pas être porteuse de meilleures nouvelles côté Chine. Côté Chine, alors il y a des stages, ça existe, c'est faisable. Par contre, ils ont une règle qui est, il faut faire forcément une convention tripartite avec une université chinoise. Donc, il faut être sur un cursus dans une université chinoise pour avoir le droit de faire un stage et avoir un visa. Alors, je ne sais plus c'est quel visa, le nom du visa exact, mais pour avoir le droit d'avoir un visa de stage avec l'entreprise. Donc, c'est possible, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres pays. Après, moi, je suis arrivée en fin 2018, début 2019. Donc, je voyais passer pas mal d'offres de stages. Alors après, c'est aussi beaucoup des étudiants, des personnes chinoises qui les avaient. Après, il y a eu le Covid et malheureusement, la Chine ne s'est pas encore remise du Covid. Les frontières sont toujours fermées. C'est très, très compliqué en ce moment d'avoir des visas. Même en ayant un visa déjà sur le territoire chinois, si on sort, c'est compliqué d'en réavoir un pour rentrer. Donc là-dessus, j'avoue que personnellement, je ne me suis pas renseignée, mais ça doit compliquer les choses en ce moment, au moins jusqu'à ce que la Chine réouvre ses frontières officiellement. Ça risque de compliquer un petit peu les choses. Mais une fois que la vie aura repris son cours dans quelques années en Chine, sûrement au moins tout ça, c'est possible de faire des stages en Chine. Et de mémoire, on a une université partenaire, je crois, à Tianjin, si je me souviens bien. Donc ça peut être aussi une piste d'entrée pour avoir cette université chinoise qui nous, entre guillemets, nous parraine pour le stage. Ce serait pour les stages qui peuvent être faits dans les pays anglo-saxons, justement le Canada, les trucs comme ça. Comment vous avez fait pour trouver justement ces stages et comment on connaît un peu les entreprises enfin, comment on peut avoir un contact là-bas? Bah, pour un contact, moi je pense que on peut passer déjà par nous, ambassadeurs. Donc, moi je suis ambassadrice au Royaume-Uni. Je suppose que ce sera. Je compte ça dans les pays anglo-saxons. Peut-être c'était plus les pays d'Amérique du Nord qui vous intéressent, je sais pas. Mais donc ces pays, c'est probablement vrai aussi pour les États-Unis et le Canada, il va falloir potentiellement un visa. En termes des entreprises qui sont présentes au Royaume-Uni, c'est un pays où il y a énormément d'activités en aéronautique et d'activités industrielles en général. Il y a aussi des universités renommées dans le monde entier, donc que ce soit des stages plus académiques ou des stages en industrie, il y a de quoi faire. Ça dépend un peu de ce qui vous intéresse, du type de stage que vous cherchez. Et après, il y a
on peut soit voir en termes d'industrie, il y a des groupes qui vont être présents à la fois en France et au Royaume-Uni, par exemple. C'est le cas d'Airbus, Thales, Teledyne, c'est le groupe pour lequel je travaille, qui est aussi présent aux États-Unis. Il y a tout un tissu industriel qui est présent dans toute l'Europe avec différents sites, dont certains dans des pays anglo-saxons. Vous pouvez peut-être déjà avoir des liens, les gens que vous connaissez qui travaillent pour le groupe et qui peuvent vous aiguiller, vous dire si par hasard il y a des sites intéressants à l'étranger. Sinon, demander, on peut voir si on connaît, des endroits où potentiellement il peut y avoir des stages intéressants. D'accord. Et par exemple, vous, comment vous avez eu l'idée, entre guillemets, de travailler, de rester là-bas, que ce soit, par exemple, le Royaume-Uni, par exemple. Alors moi, j'ai été recrutée directement après ma thèse. Donc dans mon jury de thèse, c'était un jury international et un des membres du jury travaille pour Teledyne, basé au Royaume-Uni, et ils m'ont offert un poste à la suite de ma thèse. Donc ça a été une recherche d'emploi très simple. Et à l'époque, les accords du Brexit n'avaient pas été encore en cours de négociation, donc j'ai pu aller travailler au Royaume-Uni sans visa. Mais de toute façon, sinon, ils m'auraient fourni un visa pour venir. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je ne suis pas partie au moment des stages, en ce qui me concerne. Après, si l'idée, c'est d'avoir un stage dans un pays anglophone, il y a l'Irlande dans l'Union européenne où vous n'auriez pas besoin de visa pour travailler. Donc ça pourrait être, l'idée, c'est d'avoir une expérience à l'étranger, de pratiquer l'anglais et d'avoir une expérience industrielle, ça peut être intéressant d'aller voir là-bas. Donc la plupart des activités en Irlande, le cœur économique, c'est autour de Dublin. Donc, ça peut. Moi, je connais pas personnellement. Comment la connaissance des stages qui peuvent Ça peut valoir. Là, c'est plus. Moi, je connais pas assez le tissu industriel irlandais. Je sais qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'activités dans le numérique. Donc, il y a des bureaux. Je crois que c'est Google qui a des bureaux là-bas et ça attire tout un maillage de boîtes. Donc, si vous êtes intéressé par plus des aspects développement, donc qui s'alignerait plus avec de l'option 3. Il y a potentiellement des stages là-bas. Il faut voir. Après, des fois, ça vaut le coup d'envoyer un mail. Moi, tous les stages que j'ai eus, je les ai eus au culot. Hein. En vrai, y a pas, ça coûte rien. On envoie un mail. Dans le pire des cas, ils répondent pas. Dans le meilleur des cas, on a un stage. Et s'il n'y a pas de frein au niveau du visa, avoir un stagiaire qui vient d'une bonne école à l'étranger, généralement, c'est pas vraiment un souci. Donc, moi, je ferais ça à votre place. Tout à l'heure, sur les stages, là, Thomas nous avait quittés et du coup, il n'a pas pu répondre, bien sûr. Mais d'une conversation qu'on a pu avoir avec lui lors d'une réunion au Japon, ce qui bloque le plus, c'est la barrière de la langue. Alors là, c'est vraiment visiblement un handicap très, très fort. Le fait de ne pas parler le japonais, c'est très difficile pour un stage qui est sur une durée limitée et donc à peine le temps de s'acclimater à la culture du pays, à la langue, le stage est terminé. Donc c'est un peu compliqué au Japon de ce point de vue-là. Et les stages, c'était possible si la langue, on va dire, c'est la langue qui pose problème, mais du coup, Oui, si. oui, possible, ça l'est. Oui. Ok, Oui, bon, oui. Et vous savez, si on a des contacts à part Thomas là-bas, du coup, au Japon? Thomas saura, parce que justement, il est en train de regarder les autres ENSMA sur le Japon. On essaye justement de créer des communautés par pays, donc Thomas saurait répondre à tout ça. Donc D'accord. n'hésitez pas à le contacter. Je vais lui envoyer un message, d'accord. Je sais que par exemple, Isabelle, qui est au Royaume-Uni, qui aura demain, elle a fait son stage au Japon, mais via l'ANSMA dans un labo. Donc il y a aussi des partenariats, je pense.
Aussi, du coup, j'avais une question par rapport au stage. C'est peut-être pas le lieu, mais si en deuxième année, bah là, moi, je suis obligé de le faire. Enfin, à l'ENSMA, je vais pas trouvé ailleurs parce que je m'y suis pris super tard à cause d'un problème vis-à-vis de mon double diplôme au Japon. Et du coup, si en deuxième année, je le fais dans un laboratoire comme le LIAS, est-ce que je peux toujours le faire dans un autre laboratoire au Japon, par exemple, ou c'est forcément une entreprise? Je sais pas si Ah, quelqu'un peut ça, répondre ici. Non, non, ça peut être tout à fait dans un labo, oui, il n'y a pas de souci. Il y a des PFE dans un labo. Ok, d'accord. Parce que, ok, ouais, il y avait L'expérience à l'international peut être validée en troisième année. Oui, non, mais en fait, enfin, je pensais, je sais pas, c'est des A3, enfin, des A4 maintenant, qui m'avaient dit que si on l'avait fait dans un labo en A2, en A3, peut-être qu'il fallait le faire dans une entreprise ou quelque chose comme ça, mais C'est Ah, vrai que la CTI demande à ce qu'il y ait normalement un stage en entreprise dans le cours de la formation. Après, il y a des possibilités de dérogation, mais voilà, la CTI demande effectivement. ok, 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 merci. là, ça va peut-être être plus compliqué. Mais vous avez fait un stage en première année dans une entreprise. Oui, Bon, oui, c'est court, mais bon. d'accord. Ouais, je Oui, pense qu'il y aura des possibilités parce que c'est vrai que trouver un stage dans une entreprise à l'étranger, Ah, ça, c'est. comme ça va on être vient d'échanger, hein, c'est pas forcément simple. ok. Ouais, c'est ce que je Et me bon, disais. ce qui est important, c'est que vous ayez un stage et que vous validiez votre expérience à l'international. Il y a une question qui est souvent posée par un certain nombre d'élèves qui envisagent un début de carrière à l'étranger, où ils se posent la question de la plus-value de faire en même temps que le diplôme d'ingénieur un diplôme de master en troisième année, qui dans certains pays peut être un peu plus connu, on va dire, que le diplôme d'ingénieur. Alors je voulais avoir votre avis un peu à toutes les deux par rapport à ça. Alors, personnellement, côté Belgique, c'est pas vraiment recherché. Juste ce que je remarque par rapport à mon diplôme, c'est que comme il y a très peu d'universités ici, tous les diplômes se valent un petit peu, donc peu importe l'école qu'on a faite. Mais enfin bon, en tout cas, peut-être un message pour la Belgique, c'est qu'ils recherchent beaucoup d'ingénieurs, surtout côté flamand. Donc, si vous parlez anglais, il y a de quoi faire. Côté Chine, alors l'ANSMA n'est pas coté dans les universités les plus connues en Chine, donc ça n'a pas d'impact. Mais d'avoir 2 diplômes peut aider sur les demandes de visa. Je sais qu'ils demandent tous les diplômes, toutes les expériences. Et si on est coté dans ils ont une liste d'universités, puis la moitié sont aux US, à peu près. Ça donne des points bonus pour l'obtention des visas. Donc ça aide. Après, moi, j'ai pas fait de master à l'ANSMA vu que je suis allée le faire en Angleterre. Et Cranfield était une université qui est connue par des gens en Chine. J'ai des collègues chinois qui ont fait Cranfield. Donc, d'avoir 2 diplômes, c'est un peu, au final, c'est 2 cursus un peu différents. Ils aiment bien ici, les diplômes. Après, ça dépend aussi. Il y a des gens qui s'en fichent royalement et qui vont regarder juste l'expérience. Moi, je suis arrivée avec un bagage professionnel et je suis re-rentrée par la même porte que j'avais quittée en France. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est sûr que sur une première expérience, ça peut aider d'avoir des diplômes en Chine. Pour des étudiants qui auraient l'envie de vivre à l'étranger quelque temps et peut-être d'y rester, c'est sûr que les doubles diplômes, ça ouvre une belle porte parce qu'en général, l'enjeu, c'est souvent les visas et les permis de travail. Mais quand on fait en général des études et qu'on a un diplôme dans un pays, alors ça peut à valider par pays, mais souvent on a l'opportunité de rester travailler. C'est le cas par exemple au Canada. Si tu as un diplôme au Canada, tu as après un permis de travail qui est octroyé pour 3 ans. Et après, là-dedans, on a le temps de faire les démarches pour la continuité. Donc, et souvent aussi d'avoir un diplôme local, ça ouvre d'autres portes. Par exemple, il y a des postes qui requièrent ou qui préfèrent parce que des fois, en fonction des systèmes, c'est difficile. Il faut faire valoriser nos diplômes. Donc, d'avoir un diplôme français, par exemple, un diplôme aussi nord-américain, ça aide un petit peu. Puis, on a un meilleur réseau de contacts aussi qui s'offre à nous. Et c'est mieux valorisé à différents niveaux aussi, évidemment. Donc, je pense que pour quelqu'un qui a vraiment comme objectif de démarrer sa carrière internationale,
un double diplôme avec les partenaires de l'ANSMA, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Sinon, il y a d'autres voies. Hein. On le voit qu'on a des personnes qui sont allées à l'étranger par la suite. Donc, il y a bien sûr d'autres opportunités, mais c'est sûr que c'est peut-être un raccourci. Rémi, c'est encore une autre expérience, mais c'est vrai que le VIA, c'est très intéressant aussi. Mais peut-être ça nécessite une expérience préalable. Ouais, ça dépend les postes, mais le VIE ou le VIA, donc VIE, c'est au sein d'entreprises, VIA, c'est généralement au sein des ambassades ou directement avec Business France, etc. C'est généralement bien apprécié d'avoir une première expérience. Ensuite, on a pas mal de VIA, peu importe les pays, qui ensuite se font embaucher par des entreprises qu'ils ont accompagnées. Donc, typiquement, les États-Unis, c'est un peu particulier sur la question des visas, notamment pour des Français qui n'ont pas la nationalité américaine ou autre. Donc, souvent, les entreprises françaises qui ouvrent un bureau ou qui ont déjà une empreinte aux États-Unis peuvent fournir des visas. C'est aussi possible avec des entreprises américaines, mais elles sont souvent plus à même de favoriser l'emploi d'un Américain. Donc voilà, c'est une bonne piste aussi, le VI sur tous les pays qui puissent exister dans le monde. J'en ai pas un en particulier à conseiller, même si j'ai qu'une expérience aux États-Unis, mais c'est aussi pas mal si tu veux à la suite des études commencer à l'étranger. Quelle est la chance de trouver un emploi en France et aussi à l'étranger pour un étudiant juste diplômé parce que les employeurs demandent toujours au moins 2 ou 3 ans d'expérience. J'essaye de trouver sur LinkedIn, mais comment je peux faire dans ce cas-là? Moi, je répondrais, même s'ils demandent 2 ans d'expérience, c'est pas grave, faut postuler. En sortie d'école, je postulais sur les offres qui demandaient jusqu'à 2 à 3 ans d'expérience. On a des entretiens. Alors, j'avoue que ça fait un petit moment que je suis partie de France, donc je connais plus trop la situation du marché de l'emploi en France, mais je pense que qui ne tente rien n'a rien. Et après, pour rebondir sur ce que tu disais, Chantal, tout à l'heure, pas hésiter à mettre en avant les stages qu'on a pu faire, les associations. Moi, j'étais au gala. Ça fait un petit plus sur le CV, ça permet de différencier. J'ai passé des entretiens où j'ai parlé de la moitié de l'entretien du gala, d'autres où j'ai parlé de la moitié de l'entretien de la campagne de l'université où j'étais en Angleterre parce que la personne en face avait fait la même université que moi. Pas hésiter à postuler vraiment. Au pire, ils vous répondront pas. Et ça peut marcher. Franchement, ça peut marcher, la preuve. On a fini par trouver un job, en tout cas notre promo, dans une période qui n'était pas forcément très facile. Sortie 2013, il y avait très peu d'entreprises qui embauchaient. Airbus embauchait plus, Safran embauchait plus, qui était notre gros vivier d'espoir. Et on a quand même réussi à trouver. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ça se défend en entretien. Mettez vos compétences en avant, vos spécificités, et ça peut le faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Anne-Lise. Oui, je suis assez d'accord. Alors après, moi, j'ai fait aussi la technique pas vraiment souhaitée, mais qui marche bien de la boîte de consultance. Et c'est vrai que au final, je suis pas mécontente d'avoir fait ça non plus, parce que, enfin, pour être franche, en Belgique, c'est eux qui m'ont contactée. J'ai passé un entretien, on m'a voulu pour le poste, j'ai dit oui parce que voilà, c'était pas forcément aligné avec ce que je voulais, mais ça m'a permis. Donc mon job d'entrée, c'était pas ce que je voulais faire, mais à force de montrer mes compétences et de discuter avec les personnes en interne, j'ai réussi à me trouver un projet qui me convenait. Tout le monde n'a pas cette chance, mais quand même. Donc parfois, c'est vrai que ça peut être une belle porte d'entrée. C'est sûr. Exactement. Et ça m'a permis vraiment de voir différents projets. Bien sûr. Donc oui, on n'est pas très bien payé, mais le VIE est une bonne solution. Mais non, pour ça, ça permet quand même d'avoir une bonne expérience. Et puis, quand on arrive à diriger sa carrière, et au final, je pense qu'on peut toujours y arriver en sachant ce qu'on veut faire et vers quoi on veut aller. Voilà, ça peut être une porte d'entrée quand même aussi. Oui. Pour les essais en vol, par exemple, justement, vous parliez un peu de faire une thèse ou pas faire une thèse ou un master ou des choses comme ça. Il me semble que les essais en vol, c'est assez restreint. Enfin, c'est pas forcément un job assez répandu et faut savoir si vous aviez justement des informations un peu dessus ou ce type de métier-là qui pourrait peut-être m'intéresser aussi.
Oui, alors c'est Barbara hein, qui est dans ce domaine-là, puisqu'elle est là-bas en Chine, représentante Safran Aircraft Engines, donc représentante du motoriste auprès de l'avionneur qui est en train d'installer le moteur LEAP là sur son avion. Donc c'est vrai qu'elle s'occupe de toute la partie essai en vol. Mais c'est quelque chose qui est venu, elle n'est pas rentrée, elle n'est pas allée d'entrée dans les essais en vol. Hein, elle a commencé par de la perfo, si je me souviens bien. Et donc, bon, c'est vrai que c'est des métiers. Il y en a plusieurs hein, dans SMAC qui sont dans les essais en vol. On a même des ingénieurs d'essais en vol. Si vous avez une appétence particulière pour les essais en vol, je vous conseille de me contacter et puis je vous orienterai vers plusieurs qui sont dans ce domaine-là. Ceci dit, pour la plupart, ils ont commencé oui, en perfo moteur ou en perfo avion, et puis après, ils ont bifurqué vers les essais en vol. Moi, c'est les profils que je connais, c'est un peu ça. D'accord, ouais. Et il n'y a pas du coup une option privilégiée ou des trucs comme ça. C'est vraiment, on rentre dans l'entreprise après on rentre ensuite dans ce service si on le souhaite et si on en a l'opportunité, quoi. Oui, je pense que oui, non, il n'y a pas forcément d'option privilégiée, je dirais, pour ça. Toutes peuvent mener à ça suivant les jobs que vous avez après. Bon, c'est sûr que système embarqué, par exemple, évidemment, ça peut y mener. L'aéro, bah, ce sera les perfos. L'ingénieur d'essai en vol dont j'ai parlé, lui, il avait fait mécanique des matériaux. Donc, oui, pour moi, c'est assez ouvert de ce côté-là. Laurent, je ne sais pas si tu as des connaissances. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, il y a quelques-uns qui sont dans ces postes-là, donc il ne faut pas que tu hésites à les contacter en passant par nous. Ah oui. Et justement, l'intérêt d'une thèse aussi dans ces trucs-là, par exemple, que ce soit en thermique ou des choses comme ça, j'en ai déjà entendu parler un peu au niveau des matériaux, avec Madame Nadeau qui nous a dit justement l'intérêt de la thèse, donc ce sur quoi ça ouvre, et au niveau des autres options, pardon, qu'est-ce que ça apporterait entre guillemets sur des types de métiers. Je pense surtout pour travailler pour les entreprises. Qu'est-ce que ça ouvre après, hormis la recherche, ou c'est vraiment que la recherche. Alors, on a qui comme thésard là autour de la table? Il y a Isabelle, c'est sûr. Ouais. Ah, tu peux t'exprimer. Bon, bah, s'il n'y a que moi. Une thèse, bon, quand on fait une thèse, on devient vraiment expert de son domaine parce qu'on commence à travailler pas sur un problème où il y a une solution connue et c'est plus un exercice ou un TP, c'est vraiment on mène sa recherche, on réfléchit à un problème ou à pas forcément que. Je veux dire, c'est pas, on planche pas sur un seul problème pendant 3 ans. Hein, donc on a une problématique de recherche et on travaille dessus. Donc en fonction du sujet, le type de thèse peut être différent. Ça peut être des thèses où ça va être de la simulation plus de la théorie ou des thèses expérimentales. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc où on construit un, un setup expérimental et on fait une série de tests dessus. Donc, mais au-delà de devenir un expert de son sujet, je pense qu'une thèse, ça apprend une autre façon de réfléchir, une autre façon d'aborder un problème. Donc, c'est évidemment utile pour faire de la recherche dans le secteur académique, mais moi, je travaille en entreprise. Alors, je fais de la R&D, mais l'idée, c'est quand même de développer des produits. Et donc, ça permet d'aborder les problèmes d'une façon différente. Pas forcément essayer d'appliquer une méthode qui a déjà été connue et éprouvée, des fois de considérer d'autres solutions possibles, même si elles sont un peu moins évidentes ou disons, un peu plus novatrices.
Donc, je dirais que ça, c'est un des gros avantages d'avoir fait une thèse. Les Anglais disent think out of the box. Tu peux, voilà, pas toujours juste appliquer ce qu'on a appris à l'école et alors apprendre à avoir des solutions innovantes à des problèmes. Il n'y a pas que par une thèse, hein, ça vient aussi par l'expérience, il faut être curieux. Mais disons que c'est un très bon moyen d'apprendre ça très rapidement. C'est une expérience de 3 ans, donc c'est pas, on a le droit de changer d'avis après. Hein, c'est pas, moi, je pense que c'est une bonne expérience à faire si on est intéressé par, si on est curieux et qu'on est intéressé par des aspects innovants, que ce soit dans la recherche académique ou dans l'industrie. Je sais pas sur de la performance ou des essais en vol. Moi, je travaille pas du tout dans ce domaine, donc je me rends pas compte de la plus décalé, ouais. voilà, de la proportion disons que si je devais faire des essais en vol, peut-être que je préférerais utiliser des méthodes bien éprouvées que des choses complètement nouvelles, mais ça ne veut pas dire que c'est complètement incompatible, hein, mais Après, c'est vrai que faire une thèse comme tu l'as faite, et on voit bien ton suivi de carrière derrière, ça n'enferme pas complètement dans la recherche, parce qu'aujourd'hui, tu fais plutôt de la gestion de projet. oui. Donc, ça ouvre aussi à des métiers bien au-delà de la recherche après. Oui, tout à fait. Et je dirais aussi, d'un point de vue international, le doctorat est reconnu partout. Donc, moi, je suis PhD et ça veut dire je peux aller aux États-Unis, je peux aller au Japon, tout le monde sait ce que c'est et il n'y a pas de discussion sur est-ce que c'est un diplôme valide ou pas. À l'étranger, il faut voir que dans les secteurs techniques, les postes à haute responsabilité, les gens ont tendance à avoir en tout cas au Royaume-Uni, les gens ont tendance à avoir un doctorat dans les boîtes très techniques. Donc ça peut aussi être un atout si on vise des carrières à l'étranger. En France, le système des écoles d'ingénieurs est peut-être encore un peu disons plus valorisé, mais oui, au Royaume-Uni, par exemple, dans la boîte pour laquelle je travaille, tous les hauts responsables techniques ont un doctorat. Je voudrais juste faire une suggestion. Je ne sais pas si ça peut être une opportunité pour l'école, parce que je pense à Julien qui a parlé des startups et des incubateurs et tout ça, jusqu'à avoir Airbus qui quitte la France pour aller au Canada pour voir un peu ce qui se fait là-bas. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait envisageable pour Lancement? Est-ce que Lancement pourrait envisager d'avoir, par exemple, un incubateur au sein de l'école pour les élèves qui veulent devenir, qui ont des idées, qui veulent les développer, faire des startups? Oui, ça peut s'articuler avec le projet Futurolab là, qui se développe, voilà, qui est en cours d'élaboration, en projet de construction. Ouais. Okay. Une pierre qui pourrait être intégrée dans ce projet. Oui, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'ailleurs, en tout cas d'approchant, hein, dans le Futurolab. Tout à fait, oui. D'accord, ok. Ouais. Ah bah, c'est intéressant. C'est bon à savoir aussi. Je voulais ajouter que Ibrahima a fait une très bonne suggestion et également Laurent, Chantal, je ne sais pas qui est en charge de ce projet côté ANSMA, mais la semaine dernière, j'étais chez Centrale Supélec et à Polytechnique pour une mission d'affaires et j'ai donc rencontré les responsables qui gèrent les activités entrepreneuriales des incubateurs de Centrale Supélec et Polytechnique. Donc j'ai une vision aussi un peu claire de qu'est-ce qu'ils font. Ça fait pas tant d'années d'ailleurs qu'ils font des choses, c'est 2016 à peu près ou un peu après. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un de l'ANSMA, que je donne un peu d'informations sur les incubateurs d'écoles, d'ingénieurs, ça me fera plaisir de prendre du temps pour donner de l'info. Voilà. Ouais, c'est Yves Nadeau qui est en charge ce dossier, donc n'hésite pas à lui transmettre éventuellement des éléments. Je pense qu'il est preneur. Ça marche. Juste, je suis un peu curieuse est-ce que l'idée c'est d'avoir un cursus à l'ANSMA où les élèves apprennent à monter une entreprise, un cursus entrepreneur, ou
qu'est-ce que c'est que le Futurolab? Alors, ce n'est pas un cursus dédié qui est envisagé, c'est tout un ensemble collaboratif, à la fois au niveau des élèves, en lien avec l'entreprise. Il y a plusieurs éléments d'évolution pédagogique aussi, de nouveautés pédagogiques à travers ce Futurolab. D'accord. Mais ce n'est pas l'idée d'avoir un cursus entrepreneur, par exemple, à l'école. Okay. Non, c'est plutôt de favoriser les quelques-uns qui ont ce projet-là. D'accord. Les étudiants, si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez sur le site, il y a un bouton magique « Nous contacter ». À partir de là, ça m'arrive et moi, je redispatche vers les anciens concernés. Donc, ou alors, vous avez LinkedIn sur lesquels vous trouverez aussi pas mal de monde. Donc, n'hésitez surtout pas. Le réseau est fait pour ça. Utilisez-le. Allez, je vous souhaite une bonne journée.